Willkommen bei den Europäischen Literaturtagen 2017. Begegnungen mit Literatur, Begegnungen in der Wachau. Vom 16. bis 19. November treffen sich bereits zum 9. Mal internationale Autoren und Literaturexperten hier im Klangraum Minoritenkirche Krems sowie im Schloss zu Spitz an der Donau, um neue Bücher vorzustellen und sich aus ihren literarischen Blickwinkeln über drängende Fragen unserer Gegenwart auszutauschen. Über den Terror. Die Schriftstellerin Gila Lustiger und der Autor und Filmer Karim Misquet, beide in Paris lebend, beschäftigen sich mit der Angst, Europa könnte seine liberalen Werte verlieren. Wo liegen politische Versäumnisse? Wie kann man Katastrophen wie die Terroranschläge in Paris verhindern? Das Gespräch der beiden moderiert Katja Petrovic. Voilà, excusez-moi, justement, en fait, on m'a dit on va le faire en français, c'est un sujet français, donc j'ai tout préparé aussi en français. C'est vrai que c'est un sujet qui, en tant que journaliste allemande à Paris, m'accompagne pendant très longtemps. Et il y a des sujets dont on peut mieux parler en fait dans une langue que dans une autre, et je serais plus à l'aise en fait à parler en français. Et c'est aussi un peu notre langue commune sur ce plateau. Donc la terreur, le terrorisme, une forme de peur qui nous accompagne depuis très longtemps, en fait, selon où on vit dans le monde. Et effectivement, la terreur est un sujet, une peur quotidienne depuis très longtemps au Proche-Orient. Nous, en Europe, on l'a un peu mis entre parenthèses, on a oublié. On pensait que ça ne nous concernait pas, en fait, à tort. Et c'était depuis 2015, avec les attentats à Paris, qu'on s'en est rendu compte que ça nous concerne aussi, bien sûr. Ces attentats à Paris en 2015 ont déclenché toute une vague de terrorisme djihadiste en Europe. Et nous allons en parler, en fait, de cette terreur au sens très concret avec vous, Gila Lustiger, parce que vous avez écrit un livre là-dessus, qui est paru très peu après les attentats en novembre 2015, qui s'appelle Erschütterungen über den Terror. Après, nous allons ouvrir un peu la discussion avec vous, Karim Misquet, pour parler d'une terreur plus intérieure, une terreur qui fait partie de vous, qui vous a accompagné depuis toujours, depuis votre tendre enfance, en fait, parce que vous êtes né à Abidjan, d'un père mauritanien et d'une mère française. Et donc vous, le bâtard, là je cite un membre de votre famille, vous étiez constamment obligé de trouver votre place, entre deux cultures, entre deux religions, entre deux langues. Et voilà, c'est ce conflit-là que vous portez en vous, dont vous avez su faire le moteur pour votre œuvre, que ce soit en tant que documentaliste, vous réalisez des séries documentaires sur des sujets très engagés sur le musulman en France, par exemple, ou cette série vraiment tout à fait impressionnante que vous avez réalisée pour Arte sur les relations entre les juifs et les musulmans si proches, si loin. Mais c'est aussi votre moteur pour votre œuvre littéraire. Vous avez écrit un premier livre, un polar qui s'appelle Arab Jazz, qui était un énorme succès en France et qui a été traduit en anglais et en allemand aussi. Et on va parler aujourd'hui de ce tout petit livre qui s'appelle N'appartenir, parce que l'appartenance, c'est vraiment la question centrale de votre œuvre. Tout petit, mais il y a beaucoup d'expériences très intéressantes que vous avez faites dedans, beaucoup de colère. Et ce livre, il a été adapté en BD aussi par Antoine Silvestri sous le titre « S'appartenir ». Mais revenons justement sur les attentats à Paris en 2015.
Ça fait 2 ans, tout juste, on vient d'assister en fait aux commémorations qui se sont faites en silence, en retrait. C'était le souhait en fait des survivants, mais aussi des parents, des familles en fait des victimes. Gila Lustiga, vous avez vécu ça de très près. Vous étiez à Paris, moi-même j'étais à Paris, Karim Misquet, vous aussi. Vous nous livrez vraiment 2 phases en fait de réaction à ces attentats qui nous ont tous ébranlés. Une réaction à chaud et après une réaction beaucoup plus réfléchie où vous vous dites cette nouvelle forme de fascisme, comme vous dites, cette nouvelle forme de terreur en Europe, il faut qu'on l'analyse, il faut qu'on sache vraiment ce qui s'est passé, quelles en sont les raisons, quelles en sont aussi les conséquences, et non seulement en France, mais aussi au-delà de ça, évidemment aussi en Allemagne, vous thématisez ça. Question qui s'impose peut-être un peu, Karim, comment est-ce que vous avez vécu ces attentats ? Mal, comme tout le monde. C'était très étrange, voilà, pour raconter très brièvement, parce que c'est pas... moi, j'habite vraiment tout près des sites des attentats. Je pense que ce soit le Bataclan, une partie ce qu'on a appelé les terrasses, les attentats des terrasses sont à 10 à 15 minutes de chez moi à pied. Et en fait, c'était le soir, donc je suis pas en train d'être sur mon ordinateur à faire semblant de travailler, à regarder Facebook et tout d'un coup je commence à avoir des messages un peu étranges sur quelque chose qui se passe à Paris et en fait tout le monde dormait, ma compagne s'était couchée, mon fils, j'ai un jeune enfant qui avait 5 ans à l'époque qui dormait aussi et je me suis retrouvé avec ça et en fait avec personne à qui parler puisqu'en fait j'allais pas les réveiller pour leur annoncer un truc horrible et j'entendais les hélicoptères aussi au-dessus et puis voilà, après dans ce genre de choses, voilà, je pense que on y réfléchit, on commence à élaborer. Après, sur le coup, on est absolument comme tout le monde en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, combien de morts il y a. Et bon, évidemment, ça venait après Charlie Hebdo, où pareil, moi j'habite pas très très loin non plus, tout ça est dans le même quartier, hein, et qui avait déjà été quelque chose d'assez particulier, parce que là, c'était ciblé, il y a beaucoup moins de gens qui sont morts, mais c'était des gens que tout le monde connaissait. Ouais. Et notamment des gens comme Wolinski ou Cabu, qui étaient des gens, pour les gens de ma génération, on avait grandi avec, parce que voilà, moi je me rappelle aller à la bibliothèque quand j'étais petit et lire des bandes dessinées de Cabu et tout, donc c'est un peu comme si on avait tué quelqu'un de ma famille, il y avait un truc un peu comme ça, un rapport affectif, quel que soit le... Sans du tout rentrer dans le côté polémique, Charlie, pas Charlie ou pas, mais c'est juste des gens que j'avais lus moi quand j'étais enfant, et donc du coup c'était vraiment... Voilà, donc ça faisait beaucoup, quoi. Ouais. Témoignage justement que j'ai eu de la part de plein de Français justement qui ont vécu grandi avec Charlie Hebdo, ces dessinateurs. Gila Lustiga, vous décrivez justement votre réaction à chaud, qui était de suivre tout en fait. Vous dites, vous êtes devenu un junkie de news, des infos. Pourquoi ce besoin ? Moi-même, je me souviens que je suis journaliste, donc j'étais obligée d'être non-stop branchée sur BFM TV, France Info, ces médias qui en parlaient en continu, et très vite, moi j'étais saturée, et je trouvais ça vraiment difficilement supportable. Et vous étiez, vous l'avez fait en fait, sans peut-être en être obligée. Pourquoi cette boulimie en fait de l'info ? Je crois que j'étais obligée parce que c'était quelque chose qui était inouï pour moi. Je dois dire d'abord que j'ai une mère israélienne, donc je suis à moitié allemande et à moitié française. C'est d'ailleurs très bizarre pour moi de parler en français ici en Autriche. Donc j'ai l'habitude des attentats, et j'ai l'habitude des attentats suicides. Le terreur, c'est quelque chose Vous avez vécu aussi. Que j'ai vécu et que je connais. En Israël Oui, et je connais, je sais ce que ça fait d'une société. Mais j'ai jamais pensé qu'en Europe, on aurait quelqu'un, et ça, il faut le dire, ceux qui ont commis des attentats en France, c'était des Français. Donc, qu'il y a un Français qui va se suicider dans un vendredi soir dans une salle de concert pour tuer un maximum de personnes issues des migrations comme lui, des jeunes comme lui. Donc cette situation-là, d'avoir un Français
qui va aller dans une salle de concert pour tuer des Français de sa génération, de son milieu social. Ça, c'était quelque chose qui était pour moi impensable et inouï. Et je crois que je commençais à lire la presse, boulimique, comme un junkie. J'étais accro au push-up pour comprendre ce qui se passe. Et très vite, et c'est ça aussi que je décris ici, très vite, parce que j'ai évidemment pas seulement lu la presse française, j'ai lu la presse française, et la presse anglaise, et la presse allemande, et la presse américaine, et très vite, j'ai vu que la presse se cite mutuellement, qu'il y a, parce qu'on était là tous, on voulait tous avoir des nouvelles informations, et que finalement ça fait le tour du monde, et que à chaque fois qu'il y avait les journalistes de la planète entière qui étaient à Paris, à chaque fois qu'un avait une nouvelle information, c'était cité tout de suite en boucle, et qu'il y avait une espèce, j'appelle ça une hyper-réalité, parce qu'on avait, je décris les informations qu'on avait à l'époque, on savait par exemple combien de salves étaient tirées au Bataclan. C'était dans tous les détails. On savait quelle porte D, porte A, on avait une précision de détail qui est hyper réaliste. Et finalement, je crois, après coup, en analysant ce que ça faisait sur moi, et ça, c'était pour nous rassurer, pour donner du réel. Et à ce moment-là est née aussi cette idée, ou ce besoin, parce que la réponse politique était immédiate. C'était l'état d'urgence. On avait l'état d'urgence en France. Et les politiques doivent répondre immédiatement à ce genre de phénomène qui est le terreur. La presse nous livrait une espèce de hyper-réalité, mais qui ne nous faisait pas finalement comprendre, premièrement, qu'est-ce qui se passait réellement, et puis comment ça a transformé, et comment ça a été en train de transformer notre situation. Donc moi, j'écris, je suis à ce moment-là, je me suis dit, parce que je sais ça d'Israël, en Israël, on dit qu'il faut lire la presse, ou d'ailleurs, ce n'est pas la presse, en Israël, quand il y a un attentat, c'est la radio. Donc, quand il y a un attentat en Israël, toutes les chaînes de radio mettent d'abord la musique classique, donc vous savez que c'est un attentat, et après il y a des informations, et vous savez immédiatement après que vous allez aller dans les médias comme Facebook, comme en France aussi, c'était les nouvelles technologies et l'Internet. Il y avait des recherches mises sur Internet pour des proches. C'est la première fois que Facebook a mis ce truc de sécurité. Oui, je suis en sécurité. Oui. Donc, ce que je vais essayer de comprendre, et pour ça, je suis allée consulter mes livres. Justement, c'est ce que j'allais dire en fait. Il y avait d'abord la presse et après vous, en tant qu'écrivaine, en tant qu'écrivaine justement franco-juive, qui connaissait ce genre de situation, vous avez eu le réflexe. Jusque-là, je pense que nous tous, on avait la même réaction. Et après, vous êtes allé plus loin. Vous avez commencé à lire les historiens, les sociologues, les psychanalystes. Vous avez sorti Hannah Arendt, Jean Baudrillard, etc. Pour justement comprendre, pour inscrire ce qui venait de se passer dans une histoire des idées, dans une histoire politique, dans une histoire philosophique. Quel était justement dans quel but vous l'avez fait? Je le fais d'abord parce que François Hollande, le lendemain des attentats, a dit que nous sommes en guerre. Exactement, comme l'a fait George Bush. Ouais, il a utilisé la terminologie de guerre. Ouais. Et d'abord, qui est une terminologie de Daesh, qui dit déjà, et là je cite tout de suite Bloch, qui dit guerre, on peut... je vais peut-être le lire en allemand, non? Oui, si vous voulez. Parce qu'il y a un public allemand ici. Et si je le trouve. Non, je ne le trouve pas. On va peut-être trouver plus tard. Bon.
je voulais d'abord comprendre, parce que tout le monde a dit qu'il faut qu'on défende notre civilisation. Donc d'abord, je voulais savoir ce qui est, what's on stake, qui est ce que fait, ce qui est spécifique à notre civilisation. Et puis, on parle toujours du fait que c'était une guerre civilisatoire du Daesh ou de l'islam contre l'Occident, sauf que presque tous les terroristes étaient français, donc des Français qui ont tué des Français, et puis beaucoup d'eux étaient issus, sont nés dans les quartiers défavorisés en France, dans ce qu'on appelle Soziale Brennpunkte, les banlieues. Voilà. Je dois dire, j'étais étonnée, moi vivant en France depuis très longtemps, que le lien n'a pas été fait par tout le monde en fait. Nous, ça peut nous paraître évident qu'il y a un problème avec ces gens des banlieues qui sont tellement loin justement, même s'ils sont très proches physiquement de Paris, comme il n'y a pas de métro, ils mettent 2 heures parfois en fait pour venir à Paris. Ils sont vraiment mis à l'écart complètement. Pour nous, c'est évident, mais je me souviens que après Charlie, donc les attentats en novembre, beaucoup de journalistes me posaient la question « Mais pourquoi encore Paris ?» Et pour moi, ça me semblait évident. On a un passé aussi colonial, justement, qui joue un très grand rôle encore dans les banlieues. Pour nous, c'est évident, mais ça ne l'était pas du tout pour l'étranger. Et justement, vous connaissez extrêmement bien la société française. Vous en avez aussi parlé dans votre roman précédent, je pense qu'il est sorti le jour des attentats, c'est ça ? Non, avant. Ah, c'était avant, d'accord. Vous parlez déjà justement du problème des banlieues comme une des causes, la cause majeure justement de ces attentats qui nous sautent maintenant en pleine figure. Je ne crois pas que c'est la cause majeure. Je pense que c'est qu'il y a de multiples raisons pour amener quelqu'un à se tuer lui-même et à se laisser endoctriner à une idéologie fasciste. Mais si on ne parle pas du fait que la plupart des terroristes étaient beaucoup ont le même profil social, ça veut dire qu'ils viennent des quartiers défavorisés, qu'ils ont quitté l'école, qui sont presque illettrés, qui sont muets, qui sont violents, issus d'immigration pauvre, et puis surtout qu'ils étaient, avant de devenir djihadistes, déjà des petits criminels connus des services de police et qu'ils ont finalement, la plupart d'eux, je dresse leur profil, utilisent cette idéologie finalement pour se donner une espèce de grandeur et pour légitimer. Et pour se sentir grand et pour légitimer leur vie, on ne dresse pas leur profil d'une manière cohérente. Donc, il n'y a pas seulement le fait qu'ils sont pauvres ou exclus, mais ça joue sûrement aussi. Mm-hmm. Oui, bon, chose évidente maintenant, Emmanuel Macron s'est tout de suite rendu là en banlieue après les commémorations pour lancer un énième plan pour la politique de la ville, comme ça s'appelle en français, pour essayer justement de lutter contre la discrimination et contre l'exclusion justement notamment des jeunes qui sont au chômage, qui ont beaucoup de mal à trouver un travail lorsqu'on voit qu'ils viennent des banlieues. Gilad Lustiger, vous avez fait le lien tout de suite avec ce qui s'est passé en 2005, où ce problème-là qu'on connaît depuis tellement longtemps est devenu très visible aux yeux du monde entier. Est-ce que vous êtes déjà allé à Clichy-sous-Bois ? Je pose la question plusieurs fois. Oui. Karim Isquet. Non, je suis allé dans pas mal d'autres banlieues, mais pas celle-là. Ouais. Et juste, je voulais ajouter un petit truc, parce que j'ai un peu l'esprit d'escalier. Enfin, tout à l'heure, on parlait sur la manière dont voilà, j'avais vécu les attentats sur le moment. Mais en fait, il m'est arrivé un truc un peu étrange, c'est-à-dire que dans mon premier roman, le roman policier Arab Jazz, il y avait une référence, c'est aussi dans ce que Gila a dit sur
le fait que c'était des Français qui faisaient des attentats suicides, parce qu'en fait, c'était la première fois que ça se produisait en France, mais c'est pas la première fois que ça se produisait. C'est-à-dire qu'il y a eu une filière qu'on appelait la filière des buts de Chaumont au milieu des années 2000, où des jeunes du 19e arrondissement, qui étaient nés là-bas, qui avaient grandi là-bas, qui se sont payés leur voyage en travaillant sur des marchés pendant tout un été et qui avait été recruté par un prédicateur autoproclamé qui s'appelle Farid Benyetou, qu'on a revu d'ailleurs sur toutes les télés en 2015, parce que lui, il a fait la prison et il s'en est tiré. Et en fait, ils sont partis en Irak, à l'époque, c'était l'époque de la guerre américaine en Irak, pour se faire exploser sur un checkpoint à Fallujah. Voilà. Et donc et moi, c'est ça qui m'avait frappé à l'époque. J'étais en train d'écrire mon roman et tout d'un coup, ce truc est arrivé. Et donc, j'ai suivi le procès dans la presse. Et il y avait une chose qui m'avait frappé, c'était que cet imam, Farid Benyetou, le juge lui avait demandé « Mais pourquoi vous y êtes pas allé ?» Et il avait répondu « Non, moi, Dieu avait d'autres plans pour moi. » Et en voyant ça, ça m'avait rappelé, ça m'a fait penser, bon ça c'est voilà, des espèces d'associations d'idées au personnage principal du film La Nuit du Chasseur, qui est une espèce de pasteur complètement dévoyé, qui a écrit Love et Hate sur les phalanges, sur quelqu'un qui s'arroge la connaissance de la religion et qui à partir de là se donne le droit d'envoyer les autres à la mort, mais lui ne va pas y aller, c'est-à-dire une sorte de perversion ultime qui est potentiellement, à mon avis, dans toutes les religions. Enfin bon, ça c'est un autre problème, ou bien le cœur du problème. Et donc, on va parler tout à l'heure, si vous voulez. voilà. Mais bon, donc ça m'avait frappé. Et du coup, il y a une scène dans Arab Jazz où, en fait, il y a deux flics qui se promènent et qui voient un prédicateur qui est d'origine africaine et qui prêche. En gros, voilà, le salafisme, on va dire, à un groupe de jeunes. Parce que c'est une séquence une scène que j'avais vue réellement. À l'époque, j'habitais dans le 19e arrondissement, dans la rue. Donc tout ça, c'était un peu mélangé dans ma tête. Et les deux flics parlent et puis ils disent « Mais tu penses qu'on va en retrouver combien en compote à Bagdad dans 3 mois ?» Et l'autre flic lui répond « Autant que c'est à Bagdad, c'est pas grave. » Donc j'avais cette idée déjà à l'époque de « Un jour, ça va revenir. » En fait, et le jour où ça s'est passé, en fait, là où j'ai eu un phénomène d'irréalité, c'est pas le jour des attentats, mais c'est le lendemain, quand les frères Kouachi, on a suivi en fait donc ça c'était les attentats de l'hypercachère. Voilà, c'était en janvier, ça c'était contre. C'était avant, oui, c'était là je mélange les deux en fait. C'était les attentats contre Charlie Hebdo. Pour rappel, justement en janvier contre Charlie Hebdo et après c'était en novembre. Voilà, donc ça c'était sur les premiers attentats, pas ceux du Bataclan et des terrasses. Et en fait, quand les frères Kouachi sont partis de Paris, ils ont traversé le 19e arrondissement. Et pour moi, c'était super bizarre parce que c'était exactement là où se passait mon roman. Or, dans mon roman, il y avait des personnages qui en fait étaient directement inspirés d'eux. Je ne savais pas que les frères Kouachi étaient dans cette filière, mais les frères Kouachi étaient dans la filière des buts de Chaumont. Et l'un des deux, shérif ou je ne sais plus lequel, n'avait pas pu aller en Irak, il s'était fait arrêter juste avant. Et en fait, cette filière, les gens l'avaient oubliée, on pensait qu'ils étaient trop vieux maintenant, on pensait que c'était que des... et tout d'un coup, pouf, ils reviennent, ils tuent à Charlie Hebdo, avec cette phrase extraordinaire en disant « on a tué Charlie Hebdo », bon, ce qui pose des problèmes sur l'imaginaire, le rapport entre réalité et fiction, parce que qui est Charlie Hebdo ? Je suis Charlie, enfin on peut en voilà, discuter aussi. Et à ce moment-là, mon livre a été traduit en anglais, donc il est sorti en Angleterre, donc il y a un journaliste d'Independent qui m'interviewe à Paris juste après les attentats de Charlie Hebdo, et quand j'arrive et il a fait un article, et le titre c'était « Charlie Hebdo, The Thriller ». Et du coup, en fait, moi, j'avais le projet d'écrire la suite d'Arab Jazz, et finalement, je l'ai jamais écrite parce que d'une certaine manière, la réalité était venue percuter la fiction, et c'était impossible de continuer à faire de la fiction à partir de cette histoire. Pour revenir justement à ce qui s'est passé, non seulement à Clichy-sous-Bois, mais Clichy-sous-Bois est donc une banlieue qui est un peu le lieu emblématique des émeutes en 2005. Est-ce que vous pouvez nous raconter, justement, rappeler ce qui s'était passé à cette époque-là, parce que vous avez eu tout de suite, en fait, vous avez compris que là, il y avait des signes avant-coureurs que la plupart des gens n'ont pas vus. Je n'ai pas compris la question. Ich habe gesprochen über Clichy-les-Bois. Sie waren eine der Ersten, die gesagt haben, da sind die Vorzeichen zu suchen für diese Attentate. Können Sie vielleicht das einfach nochmal sagen? Auch, Sie haben gesagt, Sie waren da. Diese Erfahrung einfach mit diesem Ort und den Menschen dort. Je veux peut-être plus l'ancrer en 2005. Parce que c'est... Oui, je parlais de 2005. Vous parlez de 2005 ? Oui, je parlais de 2005. Ah, d'accord. Alors, 2005, vous avez en France des meutes de jeunes, Jugendkrawalle, qui durent 3 semaines.
et où les jeunes détruisent pendant 3 semaines. Ça commence parce que 2 jeunes dans les conflits avec les policiers sont tués, et ce mort des 2 jeunes issus d'immigration dans les banlieues défavorisées amène une espèce de révolte qui dure pendant 3 semaines, où l'état d'urgence en France est déclaré. Et ce qui est, après coup, pour moi, très frappant, est que pendant 3 semaines, ces jeunes qui crient finalement leur ras-le-bol, et où quelqu'un comme moi, qui vit en plein milieu de Paris et qui est milieu intellectuel, se rend compte finalement qu'il y a à 14 km de chez moi des jeunes défavorisés. On n'avait pas pris conscience de leur situation avant. Beaucoup de chômage de jeunes, pauvreté et exclusion. Et ce qui est étonnant dans ces émeutes est que pendant 3 semaines, les jeunes détruisent tous les symboles de l'État. Donc ils vont détruire des bibliothèques, ils vont détruire leurs écoles, ils vont détruire les jardins d'enfants, des arrêts de bus. Tout ce qui peut symboliser l'État va être détruit. Il y a des millions et des millions d'euros qui vont être détruits, mais ce qui est après coup frappant là-dedans, est qu'ils vont rester finalement confinés dans leur quartier défavorisé. Personne de ces jeunes va s'attaquer finalement au pouvoir dans un pays qui est quand même le pays de la Révolution française. Donc il n'y a pas de Révolution française en France. Ils vont détruire les symboles du pouvoir, jamais s'attaquer au pouvoir. Et le deuxième phénomène qui est très intéressant là-dedans, et là vous pouvez voir qu'il y a la gauche, la défaillance de la gauche, c'est que ce n'est pas politisé. Donc il y a cette rage, les gens qui vont s'attaquer au symbole de pouvoir, mais chez eux, ils vont finalement détruire leur quotidien, qui quittent pas Paris et qui ne vont pas vers la Bastille ou vers l'Élysée ou vers les Champs-Élysées, et qui finalement ne sont pas récupérés par un mouvement politique de gauche et qui vont rester avec leur rage. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi frappant. Justement, vous le dites dans le livret, il n'y avait pas de médiation. Où étaient les Verts, où étaient les associations, où était l'Église en fait pour jouer ce rôle de médiateur. Et du coup, c'était les associations musulmanes qui ont pris ce rôle-là en fait. Et c'est ça qui est aussi dangereux de Sarkozy. Voilà. Mais oui, c'est ça. Voilà, personne n'avait une réponse. Et c'est un peu comme avec l'extrême droite. Je me suis dit en fait que quand il y a un problème justement en Allemagne de l'Est, enfin il y a un bus qui ne vient pas, hop, c'est l'extrême droite qui va prendre la place et qui va donner les réponses. Et finalement, c'est évidemment pas les mêmes, parce que ceux qui se sont révoltés en 2005, finalement, ce qui est frappant aussi, ça j'ai compris en lisant des statistiques et des sociologues, ce qui est frappant et ce qui est atroce, c'est que la révolte fait partie de vie quotidienne des jeunes de banlieue. Ça veut dire qu'entre 13 et 18 ans, ils vont, d'une certaine manière, manifester leur ras-le-bol par la violence. Et après, soit ils s'intègrent, et la plupart s'intègrent, donc deviennent des gens, s'ils réussissent, quittent les banlieues, deviennent des pères de famille, et donc on n'entend plus jamais parler d'eux, sauf comme voisins d'un terroriste peut-être, ou comme victimes de terroristes. Mais cette révolte, elle se répète génération après génération. Vous avez maintenant une politique de la ville depuis 30 ans en France, et depuis 30 ans, vous avez des jeunes qui se rebellent de leurs conditions, génération après génération, après génération, après génération. C'est ça qui est tellement choquant. On n'a pas encore trouvé de réponse à ça. Et
Et pourtant, la France, on a fait toute une science justement avec un métalangage aussi. C'était peut-être le seul moment où j'ai un peu rigolé en lisant votre livre. Vous, en tant qu'Allemande qui essayez de comprendre justement, mais qu'est-ce que ça veut dire les ZEP, les zones d'éducation prioritaire et tout ce langage en fait autour de cette politique de la ville. Mais justement là, Macron, il en a proposé une énième et on sait déjà que c'est peut-être voué à l'échec. Et ce qui m'a frappé quand je lus ça, quand je lus ce qui s'est passé en 2005, ce qui m'a vraiment frappé, est que cette jeunesse est pour la première fois sortie de leur banlieue pour le Bataclan et Charlie Hebdo, d'une certaine manière. Je propose qu'on commence peut-être avec votre lecture, parce que vous revenez sur le fait qu'il y avait, je pense, 70 bibliothèques qui avaient brûlé à l'époque. Et justement, tout le poids symbolique que ça a, justement, détruire les symboles de l'État, mais aussi les symboles de l'intégration. Un des piliers, en fait, de cette politique de la ville, c'était d'intégrer les gens de banlieue par la culture. Ils parlent la même langue, en fait, ils parlent le français, mais justement, au lieu d'accepter cette invitation, ils détruisent, parce que pour eux, la langue française, ils la refusent. C'est pas une langue de communication, c'est pas une langue d'une culture qu'ils revendiquent, mais qu'ils ont envie justement de détruire. Ouais. Alors, c'est un petit chapitre qui s'appelle, je vais le lire en allemand. Ich lese jetzt auf Deutsch. Très bien. Okay. Während der Jugendkrawalle 2005 wurden 32 Bibliotheken in Brand gesetzt oder derart verwüstet, dass ihre Bestände weggeschmissen werden mussten. Weitet man die Beobachtungsspanne auf den Zeitraum von 1996 bis 2013 aus, steigt die Zahl sogar auf über 70. Immer wieder sind die Bibliotheken der Banlieues das Ziel von Attacken. Die Übergriffe reichen von eingeschlagenen Fensterscheiben und beschmierten Wänden über zerschlagenes oder geplündertes Mobiliar und Randale in den Lesesaalen bis hin zur Bedrohung der Bibliotheksmitarbeiter. Aus welchem Grund zog ein Ort, den nicht einmal 10% der Anwohner aufsuchten, so die Wut der Randalierer auf sich? Weshalb verschmähten und zerstörten sie das Kulturangebot, das ihnen kostenlos zur Verfügung stand? Nur der Soziologe Danny Merklen ging dieser Frage nach. In einer Fallstudie, die er 1914 veröffentlichte und die er schlicht "Warum verbrennt man Bibliotheken" nannte, versuchte er zu ergründen, was die Randalierer genau angriffen, wenn sie wieder einmal eine Bücherei demolierten. Zwischen 2006 und 2011 interviewte Merklen im Departement Seine-Saint-Denis, das umgangssprachlich wegen seiner Ordnungsnummer 9393 genannt wird und in dem sich gleich mehrere soziale Brennpunkte befinden, darunter auch Clichy-sous-Bois, viele Benachteiligte dieses Dramas, das sich, wie auch die anderen Zeichen einer Radikalisierung der Jugendlichen, einmal mehr an den Grenzen der öffentlichen Wahrnehmung abspielte. Wie schnell man ein Buch mit seinem Autor gleichsetzt und ein Autor mit seinem Werk verwechselt, kann man auch aus dem Ausruf eines der Kouachi-Brüder verdeutlichen. Die Szene wurde von einem Zeugen, der sich auf ein Dach hatte retten können, mit dem Smartphone aufgenommen und zirkulierte noch am gleichen Tag im Netz. Als die Brüder nach dem Attentat zurück zu ihrem schwarzen Citroën C3 rannten, rief einer der beiden: "Wir haben den Propheten gerächt, wir haben Charlie Hebdo getötet." Er hätte auch die Zeichner bei ihren Namen oder Spitznamen nennen können, denn schließlich hatten sie nicht Charlie, sondern Sharp, Cabu, Tignou und andere erschossen. Aber dazu hätten sie erst die Opfer als Individuen wahrnehmen müssen. Sie waren jedoch schon einer Ideologie verfallen, die andere entmenschlicht und dämonisiert. Merci beaucoup. Justement, c'est un sujet passionnant, malheureusement. Donc, vous apportez plein d'autres réponses, mais nous n'avons pas le temps de tous les aborder. Karim Misquet, cette terreur, ce terrorisme qui marque aussi les relations entre musulmans et juifs,
Vous vous êtes penché là-dessus pour réaliser cette série dont j'ai déjà parlé, Juifs et musulmans, si loin, si proches. Ça vous a pris 3 ans, je pense, de votre vie. Et c'est très drôle, vous en parlez en fait d'en appartenir en disant c'était une mission fucking impossible, impossible. C'était un projet ni kosher ni halal. Comment est-ce que vous avez quand même réussi en fait à convaincre les gens, à parler, à sortir peut-être un peu de cette logique de camp? Vous le dites en fait avec tout ce qui s'est passé, chacun maintenant a sa position. Les Juifs qui défendent Israël, les musulmans qui défendent la Palestine. Comment vous avez pu quand même avoir des témoignages un peu différents de ça? Parce que ce ne sont pas justement des témoignages, c'est-à-dire que j'ai interrogé des historiens, tout simplement. Mais dans nombreux, en fait, étaient concernés directement. Voilà, mais ce sont des historiens. C'est-à-dire que la science a cet avantage, c'est que ça oblige quand même à sortir un minimum de soi. Et effectivement, je voulais que la plupart des historiens qui parlent dans le film soient, disons, aient en tout cas un background, on va dire, juif ou musulman, quelle que soit leur conviction religieuse personnelle, disons, mais qui soient issus de cette histoire, qui soient partie prenante, parce que je trouve que les gens parlent mieux quand ils sont issus d'une histoire que quand ils sont de simples témoins ou spectateurs. Et ça avait aussi un autre avantage, c'était d'attester le fait que tout le monde est d'accord en gros sur les faits, sur la manière dont sont passées les choses, même si chacun peut avoir des interprétations qui sont différentes. Donc voilà, après, en fait, évidemment, il y a des historiens qui sont qui peuvent faire plus, on va dire, de politique au sens identitaire du terme, que d'histoire. Donc il fallait choisir des gens qui soient, on va dire, qui ne soient pas dans une instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques. Je veux dire, tout le monde, évidemment, a des idées politiques et veut peut-être aller plus ou moins dans un sens, mais ça reste, en tout cas, quand les gens sont réellement dans un cadre de scientificité, c'est-à-dire qu'ils acceptent aussi d'être jugés par leur pairs, etc., ça met quand même une limite à l'aspect propagande qu'il peut y avoir dans ce qu'ils vont dire. Voilà, donc on a fait un casting, comme pour un film de fiction, on fait un casting dans les documentaires aussi, d'historiens qu'on est allé filmer. On a fait 3 tournages, en fait, ou 4, mais en tout cas entre Paris, Londres et New York. Et à chaque endroit, on faisait venir des gens, disons, à Paris, on faisait venir des gens de France ou d'Europe, ou même du Maghreb, ou à New York, on a fait venir des gens de la côte Est, et puis du Canada, et puis etc. On est aussi allé à Cambridge, et voilà, et c'est vrai qu'à partir de ça, on arrivait à élaborer une sorte de parole commune, avec évidemment des sensibilités différentes, mais quand même, tout le monde était en gros d'accord sur les grandes périodes historiques, sur ce qui s'y était passé, et sur comment... Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment, d'une relation, on va dire, médiévale, puisque c'est une histoire qui commence avec la naissance de l'islam, puisqu'avant, il n'y a pas de musulmans, donc il n'y a pas de relation entre les juifs et les musulmans. Il faut dire justement, en fait, ce documentaire, ce sont 4 épisodes qui commencent au 7e siècle, avec l'arrivée de Mahomet et le Coran, jusqu'à 2013. Voilà, donc toute cette époque-là, vous montrez à quel point juifs et musulmans, pendant des siècles, la plupart du temps, en fait, étaient plutôt proches et capables de vivre plus ou moins en paix. Voilà, le plus ou moins est important. Plus ou moins est important, évidemment, avec toujours des extrémistes, en fait, des deux côtés, qui ont fait capoter, justement, cette... Disons que c'était la relation d'une majorité avec une minorité, parce que en gros, dans le monde musulman, les juifs représentaient plus ou moins 3% de la population. Donc ça aussi, c'était une des difficultés du film, parce que finalement, évidemment, du point de vue de la majorité musulmane, la relation avec les juifs, c'était pas ce qui intéressait le plus les gens. Enfin, les gens ne sont jamais essentiellement intéressés par la relation avec une minorité, globalement. Du point de vue des juifs, ça pouvait être un peu différent, parce que de toute façon, ils vivaient dans une majorité, mais c'est vrai que il y avait aussi un grand intérêt sur le fonctionnement interne de la communauté. Mais globalement, disons qu'il y avait le statut de dhimmi dans l'islam. Et ça, c'est essentiel, je pense, pour comprendre la suite. En fait, aussi le rôle de la France, le rôle de la Révolution française, les idées des Lumières. Donc là, il faut expliquer ce que c'est, je pense, le statut de dhimmi. Voilà, le statut de dhimmi, c'est un statut qui ressemble, pour ceux qui connaissent un petit peu, à ce qu'on appelait le statut de servi dans l'Empire romain, c'est-à-dire c'est un statut de protection et de domination, de suggestion, quoi. C'est-à-dire qu'il était permis en fait aux Juifs
Voilà. Et aux chrétiens, c'était le même statut aux chrétiens, hein, voilà, dans le monde aussi, musulman de pour les pratiquer chrétiens. leur religion, Voilà. à condition qu'ils ne portent pas d'armes, qu'ils payent une taxe, Ouais, c'est ça, qui et qu'ils ne conduisent pas, à cheval, ne montent pas à cheval, ça, justement. Voilà, et que leurs édifices religieux ne soient pas plus hauts que les édifices religieux des musulmans. Donc il y avait tout un tas de choses qui devaient montrer le fait qu'on admettait d'être en infériorité, mais une fois que ça c'était respecté, bon... voilà, de toute façon, c'est jamais marrant d'être une minorité, hein, mais c'était. Et après, ben, effectivement, quand il y a la Révolution française, là, il y a quelque chose qui change parce que tout d'un coup, il y a cette idée qui finalement n'a jamais existé nulle part, en tout cas depuis l'invention du monothéisme au moins, ou des grandes religions du salut, ou des empires, tout simplement, l'idée d'une citoyenneté égale pour tous. Aujourd'hui, bah, nous, on est un peu habitués à ça, même si on voit bien, avec la situation européenne contemporaine, que c'est pas si simple. Oui, fragile. Voilà, c'est toujours très fragile, parce qu'en fait, globalement, les gens enfin, ça va un peu contre, finalement, la manière dont chacun peut se représenter, l'idée que l'autre, qui a une autre religion, une autre couleur, ou je sais pas quoi, ou un autre genre, peut être son égal. Bon, c'est quand même une des idées les plus compliquées, sans doute, depuis le néolithique. Mais cette idée, ben, évidemment, elle a eu un impact énorme dans toute l'Europe, bon, comme chacun le sait, puisque après il y a eu des révolutions partout, et puis là où il n'y a pas eu de révolution, il y a eu quand même la nécessité aussi pour les monarchies de s'adapter, de donner un peu plus de droits, etc. Mais elle a eu énormément d'impact dans le monde musulman, et ça même avant le stade vraiment réalisé, on va dire, de l'impérialisme, avec par exemple la conquête de l'Algérie, ou etc., et notamment dans l'Empire ottoman. Où tout d'un coup les minorités juives et chrétiennes ont entendu parler de ça et se sont dit bah oui, bah, donc il y a et aussi les majorités, hein, parce que par exemple dans l'Empire ottoman il y a eu quand même cette idée à un moment d'essayer de créer une forme de citoyenneté aussi égale pour tous, et puis finalement ça n'a pas marché, puis on a abouti à la Turquie dont on voit ce qu'elle devient aujourd'hui, c'est-à-dire à des identités ethniques, à ce que Arendt appelle le nationalisme tribal en fait. Voilà, donc Mais ce qui était complètement pervers, et là où il y avait un jeu double, c'était d'un côté de dire, voilà, c'était les juifs européens qui sont venus avec ce message, voilà, les juifs sont égaux avec les musulmans, mais après c'était les juifs arabes qui sont devenus européens et qui de facto en fait avaient un autre statut supérieur aux musulmans, voilà, tout en étant discriminés quand même en Europe. Justement, c'était l'antisémitisme qui commençait à monter. Et donc, pour revenir en fait à notre sujet, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça parce que c'est extrêmement complexe, mais c'est extrêmement intéressant. Je vous recommande vraiment cette série qu'on peut acheter. Je pense que c'est plus sur le site Arte parce que c'est une série qui a été réalisée il y a des années. Mais je pense que c'est essentiel justement pour comprendre cette relation entre juifs et musulmans. Et donc, c'est aussi un conflit dans la France à hériter, en fait. Il y a des quartiers comme Belleville, très mixtes, justement, où tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, c'était comme un effet de miroir, justement. Surtout l'Algérie, en fait. L'Algérie, évidemment, et qui était colonisée par les Français. Et on retrouve aussi, en fait, ces conflits-là encore dans les banlieues. Oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que, bon, pour faire très court, en Algérie, il y a eu le décret Crémieux en 1870. Donc, voilà, Crémieux qui était un juif français, franc-maçon, complètement dans l'idée des Lumières et tout ça, et qui ne supportait pas, comme beaucoup de juifs européens à cette époque, que effectivement les juifs sont encore dans ce statut de dhimmi, et on le comprend bien. Mais il a fait ça d'une manière un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on a imposé la citoyenneté française aux juifs, en fait, d'Algérie, qui ne la voulaient pas spécialement à l'époque, parce qu'ils voulaient garder quand même leur loi religieuse. Bon. Mais ensuite, effectivement, ils en ont bénéficié. Ça a été un vrai facteur de progression dans la société coloniale en Algérie. Et du coup, ça a créé un ressentiment très fort chez les musulmans. Mais à l'époque, plus ou moins fort, et qui finalement est devenu aussi très très fort après la décolonisation, dans la manière dont on réinterprète le passé en permanence. Et donc, c'est comme ça qu'on a des mémoires fracturées. Je dirais que pour simplifier, dans la France aujourd'hui, vous avez 4 catégories de population qui sont traumatisées par la guerre d'Algérie, et chacun estime qu'elle est la victime principale de la guerre d'Algérie. Donc vous avez les juifs algériens dont on parlait, les pieds noirs, donc les Européens, qui étaient pour la plupart pas français d'origine, qui étaient espagnols, maltais, italiens, tout ce qu'on veut, mais qui avaient acquis la citoyenneté française en Algérie parce qu'ils étaient européens chrétiens. Vous avez donc les Algériens qui, eux, étaient plutôt pro-FLN, pro-indépendance, et ensuite vous avez les harkis, c'est-à-dire les Algériens musulmans qui se sont battus du côté des Français. Et donc, il y a des gens de ces 4
catégories de population qui se sont retrouvées en France, souvent dans les mêmes quartiers, avec chacun une vision en fait négative de l'autre. Et dans la société française d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut rien comprendre à ce qui se passe si on n'a pas voilà, quelques notions comme ça sur ce qui s'est passé dans l'Algérie coloniale et sur la manière dont cette mémoire continue d'être transmise à l'intérieur des familles. Ouais. Justement, vous parlez de la guerre des mémoires dans le dernier épisode de votre film, et je pense que ça c'est très juste. Ça c'est le problème. Ça c'est la base de beaucoup de conflits en fait. C'est évidemment. Je suis d'accord avec toi, évidemment. Mais j'ai aussi une autre approche à l'antisémitisme. Parce que, simplement pour vous donner des chiffres, en 2014, il y avait en France 1000 actes antisémites déclarés à la police. Donc, acte antisémite, c'est pas bousculer quelqu'un ou cracher sur la figure de quelqu'un, c'est quelqu'un donc qui va à la police pour dire qu'il était battu, ça va de battre quelqu'un, viol, raub qu'on a volé, vol jusqu'au meurtre. Donc 1000 en 2014, c'est énorme. Et puis les chiffres noirs sont beaucoup plus... il y a beaucoup plus de faits divers. Et moi, je pense aussi qu'on frappe aujourd'hui, et je me suis penchée sur l'affaire des gangs de Barbara, d'Ilan Halemi, où on a, je ne sais pas si c'est si vous savez ça, c'était l'affaire d'Ilan Halemi était quand 2005 un peu plus tard, je pense. Oui, en tout cas, c'était avant 2010, mais je ne sais pas, j'ai oublié l'année exacte. Alors, c'était un gang qui s'appelait les gangs des barbares, et ils ont torturé pendant 3 semaines Ilan Halemi, qui était un vendeur de portables dans un quartier défavorisé, parce que juif, et parce qu'il pensait qu'un juif doit être riche. Donc, ils ont essayé d'avoir une rançon pour lui. La famille ne pouvait pas donner un rançon d'un demi-million, donc ils l'ont torturé, et puis son corps était détruit à 85% d'acide. Donc pendant 3 semaines, dans un des... dans une cave. Oui, je n'arrive plus à parler français parce que ça fait 2 mois que j'habite en Allemagne et mon français fiche le camp. Et je me suis penchée là-dessus. Je me suis dit, comment est-ce possible que ces jeunes qui n'ont jamais vu ces jeunes-là de Côte d'Ivoire, qui en Côte d'Ivoire, le leader de ce gang qui était de Côte d'Ivoire, il n'a jamais vu un juif. Comment ça se fait que ce juif, ce pauvre vendeur de portables dans le banlieue, cristallise toute finalement sa frustration de la colonisation, de la pauvreté, de l'exclusion? Pourquoi ce vendeur de portables? Et je suis arrivée à la conclusion que c'est ce vendeur de portables parce que c'est beaucoup plus facile de s'attaquer aux pauvres qu'aux puissants, et aux faibles qu'aux puissants. Et donc, finalement, c'est ça aussi. Ce qu'on s'attaque, évidemment, aux juifs qui sont dans les banlieues. On ne s'attaque pas aux riches. Encore une fois, on ne s'attaque pas aux gens du pouvoir, aux riches dans les beaux quartiers. On s'attaque toujours aux juifs dans les quartiers populaires. À ceux qu'on a sous la main, en fait. Pardon ? À ceux qu'ils ont sous la main, quoi. C'est ça. C'est ça. Permettez-moi de faire peut-être pas un cut, mais de passer en fait à votre livre N'appartenir parce que le temps passe. Donc, ce livre, il commence avec une peur tout à fait existentielle, en fait. Justement, je l'ai rappelé, en fait, vous avez un père mauritanien, vous avez une mère française, et vous avez connu tout au long de votre jeunesse, cette France des années 60, une discrimination en permanence qui va même au sein de votre propre famille. Est-ce que oui, alors c'est comme ça que je l'ai lu? Le terme de discrimination, il est compliqué parce que dans ma vie quotidienne, je n'étais pas discriminé dans le sens où j'allais dans une école dans le 5e arrondissement, qui est un quartier qui était en voie d'embourgeoisement à l'époque.
j'avais pas de problème, disons, au quotidien. J'étais socialisé, j'avais des amis. C'était souvent sur des petites choses. En fait, c'est plus... Mais qui était là. Mais qui était là, quand même. bien Cette sûr. voisine qui vous demande, par exemple, alors votre service militaire, vous voulez le faire où? En France ou en Mauritanie? Ou vos camarades de classe qui disent, ah, mais toi, tu as une tête d'arabe, donc nos papas ont fait la guerre d'Algérie, toi, c'est l'ennemi. Donc, même si vous dites, évidemment, vous étiez intégré, etc., mais ça vous pendait toujours en Oui, c'est la question du regard de l'autre, en fait, qui nous constitue tous, de toute façon, et à laquelle auquel c'est impossible d'échapper. Donc je pense que quand j'ai grandi, j'ai beaucoup fait en sorte de ne pas de laisser glisser, finalement, sur moi, ce regard de l'autre. Parce que ce qui était perturbant, c'est qu'en fait, mes parents étaient divorcés, donc je grandissais dans la famille de ma mère, qui était une famille... blanche, classe moyenne française, post-chrétienne, agnostique ou athée. Ma mère, elle était athée, marxiste-léniniste. Bon, c'était la France aussi des années 70, je suis né en 64, donc voilà, j'ai grandi beaucoup dans l'après-68, dans une époque où la France était toujours en pleine ébullition et extrêmement... Tout était politique, d'une certaine manière, et dans ma famille aussi, tout était très, très politique, ce qui faisait que avec justement... un père diplomate, en plus. Voilà, enfin, voilà. Ouais. Donc c'était un truc un peu bizarre où j'étais pas comme d'autres dans lesquels où j'étais, par exemple, il y avait une petite communauté algérienne, parce que c'était dans le 5e arrondissement, il y avait ça avait été un des lieux d'immigration. Là, c'était petit à petit, on construisait des immeubles et tout, donc les taudis, on va dire, dans lesquels ils vivaient étaient détruits. Mais il y en avait encore. Bon, eux, ils avaient une position claire. Ils étaient fils d'ouvriers algériens. Et d'une certaine manière, quand les autres les mettaient à cette place, on va dire, du fellaga, comme on disait, du combattant algérien du FLN pendant la guerre d'Algérie, c'était logique parce que leurs parents avaient été au FLN et il y avait quelque chose d'évident. Alors que moi, finalement, c'était une histoire par procuration, mais c'était juste parce que comme j'avais l'air arabe, je me retrouvais là. Mais en même temps, c'était un peu mon histoire, puisque dans ma famille aussi, on était pour l'Algérie indépendante, on était pour le tiers-monde en lutte, mais d'une manière beaucoup plus conceptuelle et pas existentielle. Et donc voilà. Donc là, c'était ramené au niveau des enfants dans la cour de récré. Dans la cour de récré, voilà, parce qu'en fait, on a beaucoup dit qu'en France, pendant longtemps, que les pères n'avaient pas raconté ce qui s'était passé en Algérie. Et en fait, c'est faux, sauf qu'ils n'ont pas raconté ce qu'ils avaient pu commettre. Je ne dis pas que tout le monde a commis des exactions, mais enfin, une guerre, c'est une guerre. Mais ils avaient raconté ce qu'ils avaient subi. Et donc, du coup, ses camarades dans la cour de récré, dont les pères avaient fait la guerre d'Algérie, donc tous quasiment, puisque donc, je suis né en 64, donc c'est vraiment la génération juste après. Eux, ils avaient leur père leur avait raconté les bombes, ce qu'on appelait les risettes à l'arabe ou les sourires kabyles, c'est-à-dire quand on égorge quelqu'un comme ça. Et du coup, c'était comme si moi, je devenais responsable de ça. Donc, il y avait eu quand même une transmission de cette violence, mais comme une violence subie, à l'intérieur des familles à cette époque-là. Et c'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire de ça. Je me sentais, quand ils commençaient à parler de ça, tout d'un coup, moi, je me retrouvais à l'extérieur. Mais dans une extériorité où je ne savais pas réellement où me placer parce que justement je n'étais pas algérien. Justement, chercher sa place. Je propose qu'on commence la lecture. Justement, c'est le début de. Mais du coup, il faut que je m'arrête jusque là où il y a la traduction en anglais. C'est pas aussi loin que ça. Mais je ne me rappelle plus. Voilà, je vais essayer d'aller au feeling. Voilà. Au commencement, il y a la honte. Elle plane à l'intérieur de toi, insaisissable et délétère. Un cancer, une méduse qui t'habite, te constitue. Un putain d'alien dont l'existence est entièrement vouée à pourrir la tienne, à s'épandre, à t'étouffer de l'intérieur. Tu as 7 ans, 6 ans, 9 ans, pas 50 comme aujourd'hui. Les mots te font défaut, et aussi les idées. La colère n'est pas encore née qui te permettra de sortir et regarder. La honte le sait. Cette salope se nourrit du silence et du tabou. Et comme vous faites corps depuis toujours, le tabou, c'est toi. L'interdit, c'est toi. Rien d'autre n'existe que cette indicible vérité. Tu ne devrais pas être. Elle saute aux yeux de tous ceux qui te voient donner la main à ta mère, à ta grand-mère, à ton grand-père. Tu es la pièce rapportée, le produit d'une action contre nature, l'enfant d'un démon incube ou succube reparti dans son enfer personnel après s'être délesté de sa semence de paria. Tu ne devrais pas être, mais tu es, cela est manifeste. Alors autant se taire et prétendre que tout va bien. Autant vanter les vertus du mélange, faire de toi l'avant-garde d'une humanité métisse, d'un avenir radieux. Autant parler d'autre chose, mais pas de la violence. Autant oublier la haine, l'amertume, la rancœur.
autant faire comme si. Autant. Et puis un jour, boum, la vérité. Comme si ton papy chéri ne venait pas de te traiter de bâtard, comme si tu ne t'étais pas retrouvé en un instant nu et grelottant au milieu d'une forêt hostile sans personne pour te protéger des bêtes féroces. Ou presque. Là, la version anglaise. Ah, d'accord. Oui. Karim Iskier, vous le dites, en fait, c'est un traumatisme, évidemment. En fait, le papy adoré qui vous a traité comme bâtard, c'est une terreur, comme je le disais, existentielle, mais dont vous avez su faire votre moteur. Ça fait partie de votre vie. Ça fait aussi, quand vous confiez des thèmes aussi difficiles, justement, comme les relations entre les juifs et les musulmans, parce que je pense que vous avez vraiment comme un sismographe intégré, justement, toutes sortes de mensonges, que ce soit les mensonges liés à une religion ou à un système politique. J'imagine que c'est extrêmement fatigant, mais aussi... oui, une chance aussi, non? Comment vous le vivez aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, bien. Ça n'a pas toujours été simple. Je pense quand même qu'instinctivement, effectivement, j'ai toujours pris ça comme une chance, que j'étais content, en fait, même si ça n'a pas toujours été facile, et des fois, j'aurais voulu, comme j'ai écrit aussi dans le livre, pouvoir me laisser aller au désir de dormir qui habite toute la société, hein, dont parlaient les situationnistes et Lidebord. Bon, il y a cette espèce de... On voudrait tous pouvoir des fois se laisser aller comme dans un bain d'eau tiède, un liquide amniotique, et arrêter d'être comme ça, de réfléchir, de s'opposer. Mais bon, c'était trop tard. Je ne pouvais pas y croire, en fait. Je ne pouvais pas croire à quoi que ce soit, parce que de toute façon, effectivement, à partir de différents événements, donc là, ce dont je viens de parler, quand mon grand-père me traite de bâtard, bah, c'est sûr que tout d'un coup, cette fiction qui m'entourait, qui n'est pas qu'une fiction, je veux dire, il m'aimait vraiment, ma famille m'aimait vraiment, j'ai aucun doute là-dessus, mais en même temps, c'était insupportable. Mon grand-père, en plus, avait vécu un peu aux colonies, mais mes deux grands-parents français s'étaient rencontrés dans la Tunisie coloniale, donc il y avait quelque chose comme ça. Eux, ils faisaient vraiment partie de la génération où l'idée de supériorité raciale blanche sur les peuples colonisés était une évidence. De même d'ailleurs que l'était aussi une certaine forme d'antisémitisme bien française et que j'ai entendu aussi quand j'étais enfant en grandissant. Donc je voyais bien, et pourtant c'était des gens plutôt ouverts, plutôt de gauche, on n'était pas du tout c'était pas du tout des gens d'extrême droite, c'était des progressistes, disons. Et toute la contradiction vient de là d'ailleurs, c'est-à-dire que mon grand-père ne pouvait pas s'opposer au mariage de ma mère avec un Mauritanien, donc un arabe en plus vraiment foncé, arabo-africain. Il y avait quelque chose comme ça qui n'était pas possible parce que il y avait l'idée quand même que chacun était libre et qu'il ne pouvait pas imposer à sa fille quoi que ce soit et que lui-même n'aurait pas pu se regarder dans ce miroir-là, disons. Pardon. Mais après, il y a eu d'autres choses qui ont été effectivement liées à la politique. Donc, comme j'ai dit, ma mère était pas quand elle était... Enfin, en tout cas, tout le temps, quand moi je l'ai connue, était marxiste-léniniste. Parce que vous allez venir à ce séjour absolument incroyable que vous avez fait avec elle en Albanie, dans le régime d'Enver Hoxha, que vous avez connu avec elle vraiment de son intérieur. Une histoire absolument folle. Ouais, c'était fou, c'est le mot. C'était comme de se retrouver, je sais pas, dans une espèce de pièce de Shakespeare contemporaine complètement délirante au cœur de la folie, parce qu'Enver Hoxha était vraiment quelqu'un qui avait enfermé, donc c'était le dictateur communiste. Disons que l'Albanie, c'était un pays qui faisait passer la Roumanie de Ceausescu pour une démocratie libérale, quoi. C'était un peu comme une Corée du Nord à l'époque au cœur de l'Europe. Bon, et il se trouve que ma mère avait un côté assez radical, on va dire. Donc, en fait, elle y est allée pour écrire un livre sur la condition des femmes, voilà. C'est ça, qui était, selon elle, beaucoup plus libre parce qu'il n'y avait pas justement cette logique capitaliste. Les femmes ne devaient pas se maquiller, se soumettre à ces dictats-là. C'est ça. En fait, c'est compliqué comme ça parce qu'à la base, elle n'avait pas tort.
tort, c'est-à-dire qu'effectivement, le régime d'Enver Hoxha réellement avait amené un progrès pour les femmes. Le seul parce que l'Albanie du roi Zog, que ce soit à l'époque ottomane et ensuite à l'époque du roi Zog, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, était sans doute le pays d'Europe où la condition des femmes était la pire. C'était extrêmement patriarcal, totalement archaïque, ça c'est sûr. Donc effectivement, le régime communiste avait amené un progrès là-dedans. Le seul problème, c'est que tout le pays était devenu comme une sorte de camp. Donc ça, c'était le détail finalement qu'elle mettait de côté. Mais ça raconte beaucoup de choses aussi sur cette époque des années 70, qui était assez étrange, parce qu'elle a quand même publié son livre aux éditions des femmes, qui était donc l'édition phare du féminisme français, qui n'était pas... Enfin bon, voilà, c'était une drôle d'époque. Mais bon, je suis content de l'avoir traversée de cette manière-là, parce que c'est sûr que ça... Mais ce qui est intéressant, Karim Misquet, c'est que ce que je voulais dire justement avec ce côté sismographe, en fait, vous aviez quel âge? Les 2 fois où je vais en Albanie avec elle, donc c'était pendant des vacances d'été, voilà, elle m'emmène avec elle 3 semaines, 2 fois en Albanie, histoire que je la voie un peu pendant les vacances, parce que le reste du temps elle travaillait. Bon. Et du coup on se retrouve, c'était les vacances, c'était un tourisme assez particulier, hein, on visitait, je sais pas moi, des fermes d'État, des combinats textiles, voilà, enfin toutes les grandes réalisations du socialisme albanais. Donc vous aviez quel âge? J'ai 8 ans la première fois et 9 ans la deuxième. Et je me rappelle que j'ai même fait une rédaction où on nous demandait nos souvenirs de vacances sur la visite d'un combinat textile en Albanie. Quand je suis rentré, mon institutrice parisienne était un peu surprise. Mais je sentais quand même qu'il y avait un truc qui collait pas, mais que j'étais incapable d'élaborer, sur lequel je ne pouvais pas mettre de mots, parce que d'abord j'aimais ma mère, et puis j'étais trop petit. Mais il y avait des contradictions entre le récit qu'elle me faisait de ce pays qui était comme une espèce d'utopie réalisée, et puis moi ce que je voyais, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui étaient sales, il y avait de la pauvreté, il y avait de la violence. Il y avait la statue de Lénine. Il y avait de Staline. Si encore ça avait été celle de Lénine. Bon. Oui, il y avait la statue de Staline au cœur de Tirana. Et donc c'était l'époque en France où était sorti l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Donc pour moi, quand même, Staline, c'était quand même quelqu'un qui avait tué plein de gens, donc c'était un problème de mettre sa statue en plein milieu de Tirana. Voilà. Et puis après, bon, pour faire court, en fait, je me suis retrouvé un jour invité à déjeuner tout seul, sans ma mère, de manière assez bizarre, par 2 des personnes les plus en vue du parti à l'époque, du Parti du Travail d'Albanie, Isni et Vito Capo. Elle, c'était on va dire le contact privilégié de ma mère là-bas, parce que c'était la présidente de l'Union des femmes d'Albanie, et lui, il était... je sais plus, enfin en tout cas il dirigeait plus ou moins le Parti des travailleurs, il était membre du Politburo. Oui, du comité central du Parti des travailleurs, et en fait ce que j'ai découvert bien plus tard, là j'avais plus de 30 ans, et entre-temps j'avais déjà bien réglé mes comptes avec ma mère sur cette question-là. J'avais lu Ismaël Kadare, je m'étais renseigné, enfin bon, je m'étais rendu compte de ce dans quoi je m'étais retrouvé. Ismaël Kadare que vous avez rencontré également. Que j'ai rencontré à l'époque avec elle, ça faisait partie un peu des visites pour les étrangers comme ça qui visitaient le pays intellectuel. Et donc je vois ce film sur l'Albanie d'Enver Hoxha à la fin des années 90, et tout d'un coup je vois Isni et Vito Capo, et je me rends compte que ces gens chez qui j'étais, Isni Capo, donc c'était celui qui avait organisé toutes les purges. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire soviétique, c'est comme si j'étais allé déjeuner chez Beria, quoi, et que je m'en rends compte tout d'un coup 25 ans plus tard. Donc effectivement, voilà, je pense qu'avec toutes ces différentes expériences, ça m'a donné une sorte d'incapacité à adhérer à quoi que ce soit. À quoi que ce soit, justement. Et ce que je trouvais impressionnant, c'est que vous, à 8 ans, vous avez senti ces contradictions, ces mensonges, mais vous avez su aussi les exprimer. Par exemple, lorsque vous avez vu les gens qui travaillaient dans votre hôtel fumer les cigarettes Marlboro, vous, à vos 8 ans, vous leur expliquez que, attention, là, il y a contradiction quand même. Voilà. Donc voilà, vous avez vraiment intégré ça, et c'est ça qui est vraiment... Je pense que c'est ça l'enfance, en fait. Oui, les enfants, souvent, ils captent les choses. L'enfance, c'est c'est comme l'histoire que tout le monde connaît, le conte d'Andersen, où on dit à la fin... où c'est des enfants qui disent « le roi est nu ». C'est-à-dire que tout le monde fait semblant de croire que le roi est habillé d'un habit extraordinaire, alors qu'en fait, il n'y a rien, et il faut que ce soit un enfant qui le dise. Et devenir adulte, c'est apprendre le mensonge, en fait, c'est accepter le mensonge. Et donc, voilà, peut-être que... Et pour moi, justement, devenir adulte, ça devrait être le contraire. Mais c'est compliqué pour vivre dans la société, d'être sans cesse en train de voir les mensonges des uns et des autres et l'hypocrisie qui constitue, en fait, le contrat social. Oui, tout à fait. Ce qui vous a sauvé, justement, pour arriver à la conclusion que, là, on parle encore de n'appartenir, donc appartenir nulle part, à s'appartenir, hein, s'appartenir à soi-même, en fait, trouver quelque chose qui fait qu'on se sent quand même à l'aise chez soi et en confiance avec soi-même. Je pense que c'était
d'abord par le vecteur de la musique, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, la sacrée Trinité, vous le dites dans votre livre. Sainte Trinité, exactement. Chacun ses trinités. Voilà. Et puis c'était évidemment par la littérature, par la philosophie, Hannah Arendt, qui a joué, je pense, un très grand rôle dans cette oui, c'est-à-dire que alors bon, quand j'étais au lycée, j'ai lu au moins 3 fois 1984, parce que pour moi c'était un documentaire, vu ce que j'avais vu en Albanie. C'est-à-dire c'est des choses, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'ont permis de comprendre ce que j'avais vécu sans être capable à l'époque d'élaborer dessus et de le comprendre. Et effectivement, j'ai lu Les origines du totalitarisme, donc les 3 tomes. Je pense qu'après j'étais en dépression pendant 2 ans quand même, parce que c'est quand même, on touche vraiment. Mais j'en avais besoin en fait. J'avais besoin de comprendre quand même que je m'étais retrouvé dans par un hasard familial. Enfin, pas un hasard, c'est ma mère qui m'avait amené là-bas, donc par une sorte aussi de fatum, quoi, de destin qui m'était échu dans un des pays les plus dictatoriaux qui soient. Et effectivement, j'avais besoin de comprendre quel était le cheminement historique qui avait mené à ce que ce soit possible. Et en même temps, de comprendre, parce que ça, moi, enfin, ce que je retiens, il y a beaucoup de choses que je retiens de la lecture d'Arendt, mais une des choses qui me paraît très importante, c'est qu'elle dit l'expérience totalitaire, l'expérience centrale du XXe siècle, de la manière qu'elle dit le camp est l'institution centrale du système totalitaire. Et moi, je crois que, du coup, le fait d'avoir vu un système totalitaire, d'être allé à l'intérieur, effectivement, quand j'étais très jeune, mais en même temps de comprendre comment, finalement, ces choses-là, elles nous traversent tous et nous concernent tous, parce que toute l'Europe a vécu le totalitarisme, que ce soit à l'ouest avec le nazisme, parce que quand même toute l'Europe continentale a été conquise quasiment, ou à l'est avec le système stalinien. Donc il y a eu 2 cas en fait vraiment chimiquement purs de totalitarisme réalisé, et on est tous les héritiers de ça. Et je pense que là il y a une vraie difficulté aussi à regarder cette chose en face, parce que de toute façon c'est désagréable, mais à voir comment, c'est pas parce que le nazisme s'est arrêté en 1945 et le système communiste s'est écroulé en 89-90 qu'on n'est pas les héritiers de ça, et que c'est pas à l'intérieur de nous. Et je pense que ça c'est quand même une chose qui est désagréable à regarder, qu'on préférerait oublier, mais qui me paraît quand même fondamentale. Pour conclure, moi, avant de vous laisser la parole, Gila Lustiger, Hannah Arendt aussi, vous la citez en fait dans votre livre avec une citation que je trouve très belle. C'est au moment où vous vous posez la question si on peut aussi parler d'une crise de l'éducation. Vous citez Hannah Arendt qui dit justement, on commence à éduquer, wir fangen an zu erziehen immer dann, wenn die Welt dabei ist, aus den Fugen zu geraten oder aus den Fugen geraten ist. Und es ist unsere Aufgabe, die Welt wird immer aus den Fugen geraten, es ist nichts Besonderes, es ist unsere Aufgabe, sie wieder einzurenken. Donc l'éducation, on commence à éduquer en fait à chaque fois que nous nous rendons compte que le monde déraille, est en train de dérailler ou a déjà déraillé. Et pour Hannah Arendt, ça c'est pas du tout quelque chose d'accidentel, ça c'est toujours comme ça parce que nous sommes des êtres humains et en fait c'est à nous tous de remettre le monde sur des rails. Ça, c'est, je trouve, une conclusion très versöhnlich, en fait, c'est quelque chose de positif. C'est pour ça aussi que vous l'avez choisi, cette citation. Ouais. Ça nous laisse justement l'espace d'agir. Ouais. Très bien. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Gila Lustiger und Karin Miske für diese Diskussion. Thank you.